28 mars dernier, l'entrée en fonction d'un nouveau directeur à la mosquée de Genève provoque un quadruple licenciement. Un coup de tonnerre qui révélait à ceux qui l'ignoraient le lien qui unit l'Arabie Saoudite et la Fondation genevoise, ainsi que son rattachement à la Ligue islamique mondiale, sans aucun contrôle de la part du canton ou de la Confédération. S'il y a une reprise en main de l'Arabie Saoudite ou de certains responsables saoudiens de toutes les mosquées d'Europe, c'est pas de bon augure pour nous. Il faut bien dire qu'en Suisse, les rapports entre les religions et l'État sont des plus complexes. Prenons le cas des églises, leur situation est différente d'un canton à l'autre. On y trouve le régime de séparation, même si l'État prête sa collaboration pour divers services. C'est le cas à Genève, ainsi qu'à Neuchâtel. Ces deux cantons sont les seuls de Suisse à connaître la séparation. La plupart connaissent un régime d'union, tout d'abord le plus radical, là où les églises sont pratiquement considérées comme des églises nationales. C'est le cas en Suisse romande pour Vaud et Berne. Les pasteurs et les prêtres sont fonctionnaires d'État. Enfin, il existe également des régimes mixtes, où l'union n'est pas totale, où l'État reconnaît une ou plusieurs églises comme corporations de droit public. C'est le cas du Jura, avec des variantes à Fribourg, au Valais et à Bâle. En 2003, les Vaudois ont mis en place une constituante. Le point sensible des rapports entre religion et État a abouti à une loi acceptée par le Parlement à fin 2006. Sa nouveauté, c'est qu'elle permet à d'autres communautés religieuses d'obtenir une reconnaissance officielle à certaines conditions. Elles devront se soumettre aux principes juridiques de notre canton et notamment au respect des principes d'égalité homme-femme et puis à la laïcité de l'école, pour citer ces deux exemples les plus chauds actuellement. Nous sommes convaincus que le côté religieux fait partie de l'identité des personnes. À partir de ce moment-là, si on veut faciliter l'intégration, il faut dialoguer avec ces personnes, non seulement au point de vue du droit, au point de vue de l'école, etc., mais aussi au point de vue religieux. Le cas de Zurich est intéressant à cet égard, puisque ce canton a fait voter le peuple sur cette délicate question de la reconnaissance accordée à d'autres communautés religieuses. Le problème, c'est que l'État sera obligé de reconnaître toutes les communautés qui remplissent les conditions au nom de l'égalité de traitement. Elles recevront aussi toutes de l'argent des contribuables, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui pour celles qui sont reconnues. Près de 80 000 musulmans vivent à Zurich. C'est donc la troisième religion du canton. Et pour elle, comme pour d'autres communautés, cette réforme aurait apporté une reconnaissance religieuse, mais aussi sociale. Ce serait pour nous un signal très important. Nous serions enfin quelqu'un, nous ne serions plus des citoyens de deuxième, voire de troisième zone, nous serions acceptés et respectés par la société zurichoise. Le refus du peuple a finalement fermé la porte à la reconnaissance d'autres communautés religieuses. Un exemple qui montre bien que dans ce domaine, rien n'est évident et qu'il vaut la peine de prendre le temps d'en discuter. Bonjour, heureux de vous accueillir sur le plateau de Dieu sait quoi pour évoquer et débattre ensemble du rôle de l'État face aux religions. Doit-il cet État laisser faire? Doit-il s'en mêler? Quel est le droit de regard de cet État sur les sociétés religieuses? La laïcité, est-ce la vraie solution pour affronter les défis nouveaux du XXIe siècle? Pour en discuter, pour expliciter, pour expliquer, pour mieux comprendre, 5 invités de qualité que je vais vous présenter. Tout d'abord, Jean-Blaise Follet. Bonjour, vous êtes jésuite, théologien et journaliste. Vous êtes actuellement directeur du CIFT, c'est-à-dire que vous êtes chargé de la formation spirituelle des futurs prêtres. Ahmed Bedani, vous êtes anthropologue, historien des religions et professeur. Votre avis sera bien sûr important pour parler des différents statuts entre l'islam et les autres religions. Et votre point de vue sur l'affaire dite de la mosquée de Genève sera éclairant. Jean-Claude Basset, vous êtes pasteur, théologien, spécialiste des minorités religieuses. Vous enseignez l'islam et les relations interreligieuses à l'UNI de Lausanne, en faculté de théologie. Maître Elil Kaïm, vous êtes avocat, président de la LICRA, de confession juive. Vous êtes là en tant que président, justement, de la LICRA et non en tant que porte-parole de la communauté juive. Et puis, pour terminer, mon confrère Jean-Noël Queneau,
à qui nous avons d'ailleurs emprunté le titre de cette émission, Touche pas à mon Dieu, qui est d'ailleurs le titre de votre livre qui vient de sortir, Touche pas à mon Dieu aux éditions de la Tribune de Genève, un siècle de laïcité à Genève et en Suisse, et maintenant et demain. Alors bravo pour ce remarquable ouvrage qui va certainement devenir une référence. Et vous citez, Jean-Noël Queneau, la célèbre réponse de Jésus dans Marc au chapitre 12, « Rendez à Dieu ce qui lui appartient et à César ce qui lui revient ». Alors c'est bien de la laïcité en premier qu'il va falloir définir. Alors quelle est votre définition, Jean-Noël Queneau, de la laïcité ? Tout d'abord, je remarque que les évangélistes n'ont pas eu de chance, en tout cas à Zurich. Je parle des vrais évangélistes, bien entendu, oui. Les 4 qui forment le Nouveau Testament. La laïcité, c'est avant tout la neutralité confessionnelle de l'État. C'est de dire l'État est neutre envers toutes les religions. Et le principe qu'il y a à Genève, c'est que, n'en reconnaissant aucune, elle les respecte toutes, d'autant mieux. Donc c'est ça, le principe premier, c'est la neutralité confessionnelle de l'État. Contrairement à la France a une laïcité de combat qui est due à la rude bataille qu'il y a eu entre les monarchistes et les républicains. Nous n'avons pas du tout cette laïcité-là à Genève, nous avons une laïcité de concordance. C'est-à-dire qu'il va, au fond, c'est l'Église, souvent d'ailleurs, c'est l'Église protestante qui s'est détachée plus ou moins de l'État, plutôt que l'inverse qui a été fait. Donc, je pense, moi, qu'il faut continuer et revivifier cette laïcité de concordance. Maître El Kaïm, votre définition de la laïcité ? Écoutez, je crois que là, on est tous assez proches de la perception qu'on a de cette neutralité de l'État. Je crois que c'est avant tout ça, et c'est une neutralité de l'État qui, de mon point de vue, est née de la capacité des églises qui étaient à l'époque concernées de se retrancher un peu du pouvoir. Parce qu'au fond, c'était quand même des enjeux de pouvoir. Et le fait que les religions acceptent de renoncer à leur part de pouvoir en finalement confiant ces pouvoirs administratifs de police et politique à un État neutre, permettait ensuite une égalité entre les religions aussi. C'est un peu dans ce sens qu'en tant que président de la LICRA, on se sent concerné. Ce n'est pas tant que la question religieuse est une priorité à la LICRA. Je crois qu'on est plus, il y a des gens religieux, pas pratiquants ou très pratiquants, et de toutes les religions. Mais en revanche, cette espèce fondamentale de constitution de l'État qui passe par un État laïque, les religions ayant renoncé à leur pouvoir pour ne vivre que dans la vie civile, je crois que ça c'est une sorte d'élément fondamental à la cohabitation et à la non-discrimination des gens. Jean-Noël Queneau parlait du canton de Genève. Avec vous, Jean-Claude Basset, peut-être le canton de Vaud et votre définition de la laïcité, parce que là, vous êtes un connaisseur attentif. Oui, je crois qu'effectivement, la question de la neutralité me paraît une base. La seule chose, c'est qu'elle est, je dirais, conjuguée de manière très différente. Et puis, un point qui me paraît important, c'est que la laïcité, c'est une notion française. Elle a peu été exportée. Et que dans le monde, on a des versions différentes ou des conjugaisons différentes. Moi, j'ai étudié une année en Inde, c'est un secular state, un État séculier. Mais laïcité, alors c'est vrai que peut-être la Turquie serait un exemple qu'on pourrait donner, mais on a simplement transposé en turc le mot laïcité. Et je crois qu'il faut qu'on garde à l'esprit que c'est une forme de cette recherche d'une convivialité, d'une distance de la part du pouvoir. Je crois que c'est très juste de référer au pouvoir. Et d'autre part, d'une convivialité. Les États-Unis ne vont pas parler de laïcité. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Et puis si je veux être polémique, je dirais que peut-être la Chine est un État laïque, mais répressif. Ce qui évidemment ne rejoint pas la question de la neutralité, de non-discrimination. Jean-Blaise Follet, votre définition en tant que jésuite ? Oh, bien, c'est-à-dire que la laïcité comme neutralité, c'est excellent. La laïcité est souvent répressive, malheureusement. Les États communistes étaient des États laïques par définition. Ils ont été terriblement répressifs sur le plan religieux. On peut même encore redoubler la question en se demandant si, justement, les idéologies d'État et les idéologies laïques d'État ne sont pas des systèmes quasi-religieux, et si au fond, dans ces affrontements, par exemple dans les pays communistes, on n'avait pas affaire, beaucoup d'historiens le pensent, à une espèce d'affrontement de systèmes religieux, certainement différents, mais au fond de systèmes plus religieux que neutres ou laïques dans le bon sens du terme. Jean-Claude Basset faisait allusion à la Turquie. Pour vous, la Turquie, c'est un État laïque ? Ah, alors il est certainement laïque par la volonté d'Atatürk, et donc une partie
de l'appareil d'État, et certainement laïque. D'autre part, une partie de la population, et de façon intéressante, une partie de la population moderne. Ce qu'on sous-estime, c'est pas derrière les mouvements de l'islam modéré que nous avons en Turquie, il ne s'agit pas tellement de gens des campagnes qui ont un vieux système, disons religieux, un peu ancien. Ce sont au contraire souvent de nouvelles élites, mais qui veulent faire le lien avec leur passé, par opposition au fond, parce qu'ils sont très... Paradoxalement, ces islamistes-là sont plus proches de l'Europe que les laïcs eux-mêmes. Donc c'est plutôt une sorte d'ouverture, mais en gardant, et je crois que c'est aussi un énorme problème qu'il faut bien voir, combien la religion est le lieu même de l'identité. Et quand il y a des grands changements, comme il se passe en Turquie, comme ils se sont passés chez nous, à Genève notamment aussi, lors de l'époque du Kulturkampf, eh bien, dans ces changements, les populations ont à la fois besoin d'ouverture et à la fois besoin de conserver leur sens de leur enracinement, qui est souvent donné par les traditions religieuses. Mais nous allons y revenir sur le Kulturkampf et puis sur la paix religieuse, ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Ahmed Medani, alors vous, quelle est votre définition de la laïcité ? Moi, je préfère le terme ou le concept de sécularité à celui de laïcité pour les raisons que vous avez données, c'est-à-dire une connotation trop française, trop restrictive et trop étroite, alors que le sécularisme est une notion qui est beaucoup plus claire et qui distingue bien entre le monde régulier et le monde séculier. Maintenant, j'aurais plus une crainte de voir précisément cette laïcité ou cette sécularité disparaître, parce qu'on entre aussi dans une phase, peut-être que c'est le versant, si vous voulez, un peu occulte de la problématique, on entre dans une phase de néo-césaropapisme. Alors excusez-moi de la barbarie de ce terme, mais si le césaropapisme, c'est une alliance à la fois du pouvoir politique et du pouvoir religieux, César et le pape, aujourd'hui, on a tendance à voir que les sociétés religieuses se manifeste de plus en plus vis-à-vis de l'État pour incliner la société civile vers les orientations religieuses et dominer aussi les choix de gouvernance civile. Donc, ce qui est inquiétant, ce n'est pas que l'État ne tienne pas compte de sa position d'arbitre, c'est de voir les manifestations du religieux de plus en plus, n'est-ce pas, réelles et de plus en plus envahissantes, non seulement dans les sociétés dites modernes, les sociétés européennes, mais aussi dans les sociétés orientales ou les sociétés où dominent en gros les trois monothéismes. En quelque sorte, moi je suis un adhérent de la secondarisation de la religion, de la privatisation de la religion, mais c'est de plus en plus un choix d'intellectuels et de gens rationnels qui correspondent à la réalité des populations qui sont imprégnées de religieux et qui continuent en somme à croire que la religion n'est pas le produit de l'homme, mais que la religion a été créée par Dieu. Et vous avez des exemples en tête sur cette prédominance de la religion par rapport au pouvoir politique ? Écoutez, ne serait-ce que dans la problématique, par exemple, que nous allons débattre, je suppose, des pouvoirs constituants, de définir quel type de lien doit exister entre le politique et le religieux. On a réglé le problème de la communauté ou du culte juif dans le canton de Vaud en disant, voilà, le judaïsme est d'une utilité publique, mais l'islam a été écarté. Alors quand on a posé la problématique aux constituants sur la question islamique, ou la question de l'islam, on nous a dit, il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de clergé. Cette absence précisément d'un pouvoir ecclésial fait que le problème n'est pas réglé. Mais par ailleurs, on sait que la religion musulmane en Suisse représente, en gros, dit-on, mais je suis très sceptique sur les... sceptique, non, je suis méfiant, on va dire, à l'égard des statistiques. La population musulmane est évaluée à plus de 10%, la population générale. Donc on oscille entre 400 et 500 000. Alors, ces 500 000, évidemment, ne sont pas tous pratiquants, sont loin d'être... des grenouilles de bénitier, si vous me permettez l'expression. Il y a que 10% qui pratiquent, donc les 90% vont être représentés par qui ? Certainement pas par M. Tariq Ramadan, pour lancer une petite pointe d'humour, là. Eliel Kaïb, vous, votre position ? Je trouve ça très intéressant, je suis assez proche de la préoccupation, je ne suis pas convaincu d'avoir une perception identique à la vôtre. Moi j'ai un peu le sentiment que, pour prendre un exemple, puisque les exemples sont nécessaires, pour prendre l'exemple de la communauté israélite vaudoise, qui a effectivement acquis
cette reconnaissance, qui n'est donc pas une reconnaissance d'une religion de droit public, d'ailleurs d'une communauté, parce qu'on ne reconnaît pas les religions, on reconnaît les communautés, c'est important de le dire. Donc, qu'on lui attribue une utilité publique, je crois que vous devez intégrer deux éléments. D'abord, il y a la durée, qu'on le veuille ou non, et même si on estime que notre monde va de plus en plus vite et qu'on accède à des perceptions plus rapidement et des convictions plus rapides, malgré tout, la durée, le temps, la relation dans l'histoire entre une religion, une communauté et son lieu compte. Alors on dit que la présence juive, pratiquement sur une communautaire, remonterait au XIIIe siècle, donc il y a une longue histoire. Et là où peut-être je ne vous rejoins pas, c'est que je crois précisément que cette histoire de la communauté juive en Suisse, mais d'ailleurs ailleurs aussi, a apporté la démonstration de sa dimension non politique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la communauté juive ne s'est jamais d'abord manifestée par une sorte de revendication politique dans le débat politique de la société dans laquelle elle l'était. Et que c'est précisément parce que soudainement elle donne ce sentiment, si vous me laissez terminer, c'est soudainement parce qu'elle donne le sentiment, peut-être même des assurances, de nous vouloir se préoccuper. Et je ne fais pas de contradiction, ne voyez pas que je fasse opposition à d'autres perceptions. Mais si vous voulez, l'histoire et du coup ce qui pourrait apparaître comme la nature de la communauté juive, de se préoccuper d'abord du bien-être en son sein, mais pour ça, ça nécessite une reconnaissance, justifie aussi qu'on la lui accorde parce qu'au fond, on n'est pas dans une dimension politique, on n'a pas affaire à une sorte de lobbying politique. Alors, il me semble justement que là, je m'éloignerai un peu de votre perception. Mais vous vous éloignez, à mon avis, à tort, parce que je lis en creux dans votre affirmation que l'islam, lui, s'inscrirait dans une revendication politique. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est le cas d'une petite minorité, comme il existe une petite minorité de fondamentalistes juifs, de fondamentalistes chrétiens. Absolument. Alors, c'est pour ça que j'ai intégré la durée. C'est parce que c'est une préoccupation, et si vous voulez, c'est une démonstration. Une communauté ne fait la démonstration de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ses préoccupations, de ses affinités, que dans le temps. D'accord. Et c'est pour ça que, d'après moi, aujourd'hui, la communauté musulmane en Suisse est quand même une communauté encore jeune, en tout cas dans sa dimension. Je suis pas d'accord avec vous. Assez jeune, et qu'au fond, peut-être bien que la problématique vient de là et qu'il y a une inquiétude de là. Sachez que je ne la partage pas, je n'ai pas cette inquiétude-là. Mais peut-être qu'elle est de là. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Est-ce que vous permettez que je dise juste mon désaccord? Je ne suis pas d'accord avec M. El-Kaïm, parce qu'il introduit là une notion qui est celle de l'essentialisme et qui n'a rien à voir avec le débat. Et quand il dit la durée, il fait une erreur, parce que si c'est la durée d'un point de vue chronologique par rapport à l'apparition des monothéismes, oui, il a raison, le judaïsme vient en premier, le christianisme en second et l'islam en dernier. Mais on n'est pas en train de... C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça que vous dites. Mais vous supposez qu'il y a une antériorité du judaïsme qui justifie le traitement qui lui est accordé aujourd'hui par rapport à la constituante vaudoise, alors que l'islam étant jeune, il faut qu'il fasse sa preuve. Moi, je ne défends pas l'islam, au contraire, je suis athée, musulman athée, donc je parle avec une totale liberté de cette problématique-là. Je dis simplement qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'islam transplanté de l'islam implanté. Alors, certes, il existe un islam qui est transplanté, qui est venu d'ailleurs. On peut parler d'une altérité culturelle de l'islam, venu d'Iran, venu d'Afghanistan, venu d'Afrique du Nord, etc., etc. Mais il y a un islam européen qui est balkanique et qui est turc. Sauf le respect que je vous dois tout à l'heure, on peut revenir sur la problématique de la Turquie, mais la majorité de cet islam qui vit en Suisse est européen. Et vous ne pouvez pas... Près de 80%. Et vous ne pouvez pas faire cette distinction entre Européens de confession musulmane et Européens de confession juive ou de confession chrétienne. Dans ce sens-là, je revendique la parité pour les trois monothéistes. Cette problématique montre bien, effectivement, que la position de la plupart des cantons suisses actuellement est totalement absurde. Absurde. Je veux dire, on ne peut pas se mettre à reconnaître certaines religions et pas d'autres, comme ça se fait à Zurich, comme ça se fait à Berne, comme ça se fait pratiquement partout. Et comme l'État n'est pas en mesure, l'État, soit il est arbitre, soit il est parti, mais il n'est pas les deux. Or, il est les deux dans les autres cantons, ce qui soulève une ambiguïté que ces cantons n'arriveront pas à résoudre ou n'arriveront à résoudre que s'ils suivent l'exemple genevois. Je ne fais pas de genevoisocentrisme, mais j'en fais quand même un petit peu, et je pense que Genève a, en matière de religion, effectivement, une histoire terriblement bouleversée, et qu'elle peut effectivement donner des enseignements, nous en donnons au monde,
pourquoi pas à la Suisse. Donc pour moi, il est évident que l'État doit rester totalement neutre dans cette affaire. Et ça, je m'inscris en faux avec notre ami M. Follet, qui est en jésuite évidemment très habile, a dit que les États staliniens étaient laïques. Alors je récuse totalement cela. Pour moi, la laïcité, comme je l'ai dit au début, c'est une neutralité de concordance, c'est la neutralité confessionnelle de l'État. L'État stalinien n'était pas neutre vis-à-vis des religions. Au contraire, il y avait un ministre des cultes, et je vous assure qu'il avait du boulot, ce ministre des cultes, puisqu'il envoyait comme Pope des agents du KGB, qui comme ça ramassaient en confession tout ce qui pouvait être ramassé dans l'Empire soviétique. La majorité des autres ont été envoyés dans le goulag. Et voilà, exactement. Donc, il n'y avait pas de neutralité, l'État n'était absolument pas neutre. Comme la Chine, oui, l'État chinois n'était peut-être pas neutre de facto, mais de fait. J'allais dire, quand on avait des congrès, et je suis allé dans des congrès de ce type-là, les représentants de l'Union soviétique se présentaient manifestement... L'Union soviétique était socialiste de facto et mafieux, de juré, mafieux de juré. Il s'affirmait laïque. Pour moi, la laïcité, il ne faut pas non plus mettre dans ce mot de laïcité des choses qui n'y sont pas. L'Union soviétique et les dictatures ne sont pas laïques. L'Union soviétique a été jusqu'à vouloir éradiquer l'idée de Dieu et de toute religion sur un plan quinquennal de 5 ans. Voilà. Et dans les années 30, on a procédé à la destruction de toutes les églises, de toutes les cathédrales, parce que l'idée de Dieu était totalement insupportable, totalement incompatible avec la conviction communiste. On est parti parfaitement dans l'idée, enfin la théorie de Karl Marx en ce qui concerne les religions, même pas celle un peu plus sophistiqué de Freud. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Revenons à Jean-Claude Basser, remettons le minaret, l'église ou la synagogue au milieu du village. Je ne sais pas si c'est le minaret ou la synagogue qu'il faut mettre au milieu du village, mais moi j'ai un peu d'hésitation parce que quand on présente le modèle genevois comme le modèle qui va résoudre les problèmes, alors qu'il me semble devant une impasse lui-même, qui a beaucoup de peine à faire face aux questions nouvelles qui sont posées, qui sont plus de l'ordre de l'opposition, soit protestant catholique, soit État révolutionnaire, modèle français contre l'Église royaliste, grosso modo, catholique et royaliste pendant longtemps. Il me semble que les données ont changé. Alors ce que je vois, c'est qu'au fond, dans l'exemple vaudois, on s'inscrit dans une dynamique. Alors, c'est vrai que la communauté musulmane n'a pas été acceptée jusqu'à aujourd'hui, mais c'est en train de se préparer. On ne peut pas dire que ça a été refusé. Moi, je crois beaucoup aux facteurs... de refus. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de consultation, de contact. D'où je reviens à l'idée qu'il faut laisser du temps au temps. Et surtout, moi, ça me paraît très important. Bien entendu, l'État n'a pas à reconnaître une religion ou une autre. C'est des communautés, c'est des personnes, c'est des associations qui vivent, qui s'organisent et qui, de fait, occupent un bout de l'espace social. Parce que une des difficultés, me semble-t-il, de la laïcité, alors d'accord pour la distinction laïcité de combat, laïcité de neutralité, mais en fait, une des difficultés, c'est qu'elle repose sur l'idée qu'il y aurait deux sphères et qu'elles ne se rencontrent pas. Alors que dans les faits, dans l'histoire des religions, c'est absolument évident, puis dans les faits pratiques, je veux dire, les fêtes religieuses, il y a tout un domaine où il y a des interactions. Et la question, c'est comment on les gère. Et pour là, moi, je me demande si, plutôt que de se lancer laïcité ou lien plus ou moins fort entre Église et État, on pourrait pas se mettre d'accord sur un certain nombre de principes de base. Oui, mais non, regardez, Zurich, voilà l'exemple. À Zurich, le peuple refuse de reconnaître l'islam. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais... Vox populi, vox dei, c'est vraiment le cas de le dire. Exeunt les musulmans zurichois, qui forment une bonne partie, qui sont quand même plus nombreux, les catholiques chrétiens qui sont eux reconnus. Donc tout ça, c'est une injustice fondamentale et on ne fonde rien sur de l'injuste. Voilà. C'est pour ça que je préfère, moi, encore une fois, le système genevois, qui d'ailleurs me semble moins en crise, en tout cas, que l'exemple zurichois, où vraiment à Zurich, on a des affrontements qui sont quand même beaucoup plus sévères que ceux que l'on connaît à Genève, et si on les a sévères, c'est parce qu'effectivement on a un autre système, qui est à mon avis meilleur, sans conteste. Cela ne veut pas dire, la laïcité, cette neutralité confessionnelle de l'État ne signifie pas que l'État ne se désintéresse totalement, évidemment qu'il s'y intéresse, ne serait-ce que pour respecter la loi. Eh bien, par exemple, si... Alors quel est le devoir de l'État, justement? C'est de faire respecter en tout cas la loi, telle qu'elle est. Je veux dire, par exemple, quand des sectes se sont mises à faire des massacres
chez nous, eh bien, l'État est intervenu, il y a eu des procédures pénales et la loi a été plus ou moins respectée. Bien, ça a eu que des non-lieux, mais enfin, la machine s'est mise en état. Il y a eu des sectes qui ont effectivement il y a eu des gourous, pas dans ce cadre-là, mais dans le cadre d'autres sectes qui ont été mis en prison, qui ont été condamnés. Eh bien voilà, on applique la loi. Et alors, on peut l'appliquer de manière plus ou moins intelligente. Alors, vous avez un arrêt, par exemple, du tribunal fédéral de 1993, qui est à mon avis l'un des pires qui soit en l'occurrence, qui avait autorisé un père de famille à soustraire de l'école, ou du moins des leçons de natation, sa fille, sous le prétexte qu'il ne fallait pas qu'elle nage avec les garçons. Alors, donc, cette fille... Au nom de la religion, alors. Au nom de la religion. Et le tribunal fédéral, pas dans sa grande sagesse, c'est le moins qu'on puisse dire, a donné blanc-seing, si j'ose dire, à ce père, avec comme conséquence que le tribunal fédéral a consacré une discrimination entre les sexes qui est totalement inacceptable pour notre ordre constitutionnel. Donc, dans le cas présent, le tribunal fédéral aurait dû faire œuvre de laïcité et dire, désolé, c'est la loi du peuple qui s'exprime et que l'on applique. Et que tous les religionnaires, quels qu'ils soient, sont chargés d'appliquer. Mais il peut y avoir un danger, c'est-à-dire que moi, on peut quand même se mettre dans la position ou dans cette situation ou cette perspective que l'État n'assume pas totalement son rôle, celui de la neutralité, eu égard au traitement réservé aux traditions religieuses et aux diverses traditions religieuses. Si l'on s'en tient par exemple à une initiative qui part des milieux de l'UDC et qui tend à interdire la construction de minarets ou à vouloir limiter l'apparition ou l'influence des courants islamiques, je ne dis pas islamistes, hein, on est là dans une volonté de la part de l'UDC, acteur fondamental aujourd'hui de l'État au sens de l'institution, une volonté de faire marcher les gens sur la tête, c'est-à-dire du refus de cette communauté. Alors ça, c'est la négation pure et simple de la laïcité. Hein, absolument. L'initiative qui n'est pas de l'UDC encore. L'UDC va se prononcer, c'est certains membres de l'UDC, c'est un groupuscule d'extrême droite fascisant comme l'UDF. Je ne fais que nourrir une crainte par rapport à des informations qui nous parviennent. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, lorsqu'on revient concrètement au terrain, il y a dans ce pays deux cantons qui sont officiellement et constitutionnellement laïques. Il s'agit de la République de Genève et du canton de Neuchâtel. Ouais. Pour le reste, il y a débat et on est dans l'ambiguïté. On est dans un pays qui a fait la démonstration de sa capacité à sortir des dogmatismes pour tomber souvent dans des accords et des mécanismes consensuels avec des formules plus ou moins magiques, mais qui souvent ont pas mal marché. Et je crois que si on a autant de systèmes que de cantons, finalement, c'est tout à fait l'histoire de ce pays qui l'a voulu, avec sa propre histoire, ses propres cohabitations. Et je ne suis pas tellement d'accord avec M. Cohennin quand il dit « je m'insurge un peu contre le fait qu'il y ait d'autres systèmes et que le seul qui soit véritablement bon... » Non, mais disons que le seul qui soit véritablement bon, c'est celui qui ferait que l'État... C'est celui qui discrimine le moins. C'est celui qui discriminerait le moins, mais qui suscite indéniablement les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes, notamment quand on voit ce qui s'est passé à la mosquée de Genève, où on se dit au fond, est-ce qu'on est vraiment dans une situation satisfaisante? Mais enfin, au-delà de ça, je voulais juste rajouter, s'agissant de l'islam en Suisse, que indéniablement, cette question de temps, un peu comme vous le disiez aussi, et je crois qu'on se rejoint, ne peut pas être ignorée. Il y a un aspect de durée. Nous sommes quand même confrontés à une situation qui est plus récente. C'est une réalité absolue qui nécessite donc un peu de temps aussi pour les sociétés de comprendre, de digérer, d'accepter la différence, puisque je suis moi, en tant que président de la LICRA, surtout dans cette logique de savoir comment est-ce qu'on accepte l'autre. Et sachez bien que ma conviction à moi, c'est que l'acceptation de l'autre, c'est-à-dire la manière de lui dire qu'il appartient complètement à l'identité nationale, si on a beaucoup parlé d'identité nationale ces derniers mois, c'est la reconnaissance des religions et de la religion d'islam aussi. La reconnaissance, c'est quand même un processus qui va dans les deux sens. Oui. Hein, il y a l'élément d'intégration et je crois qu'indéniablement, il faut du temps et une sorte d'apprivoisement mutuel pour trouver sur quelle base, effectivement, on va pouvoir travailler ensemble. Et pour moi... Mais vous parlez de quel temps ? C'est un temps local ou c'est un temps historique? Non, c'est un temps local. C'est une pourquoi donner cette primauté au temps local alors que le temps... Excusez-moi. Je suis en train de parler d'une société se constitue sur une histoire
Et elle doit composer progressivement. Elle s'enrichit d'apports successifs, mais on part d'une base. On est en train de parler d'histoire, précisément, monsieur Basset, parce que l'islam et la chrétienté ont coexisté. Non, mais ça, c'est des abstractions. Non, c'est pas des abstractions. Comment pouvez-vous dire que l'Andalousie, c'est une abstraction? Comment monsieur El Kaïm, qui vient du même pays que moi, qui a les mêmes cultures que moi, et qui s'intègre parfaitement en Suisse comme je me suis intégré en Suisse, peut nier cette coexistence que nous avons eue dans notre pays d'origine? Je ne vous autorise pas à penser que je l'ai fait, je ne l'ai pas nié. Je suis en train de vous dire exactement le contraire. Je ne vous dis pas, vous êtes en train de dire que ce temps, il est nécessaire pour l'islam. Il est nécessaire pour la société. Et le judaïsme en est dispensé. Moi, j'aimerais juste préciser qu'il n'est pas nécessaire. Il n'est pas seulement nécessaire. Je crois une fois pour toutes, je vous le redis simplement. Il existe une communauté juive en Suisse institutionnalisée avec des mécanismes de décision interne depuis le XIIIe siècle, qui a fonctionné, qui a cohabité avec les autorités locales de plutôt bonne manière en général, parfois moins bien, mais ça a pris un certain temps. Et après 7 siècles, on vient dire, bah tiens, il y a le canton de Vaud qui a reconnu la communauté israélite comme une communauté d'utilité publique. Je vous dis simplement qu'il y a une dimension dans le temps qu'on ne peut pas nier, et si vous le niez... Il faudra attendre 7 siècles pour que le juif soit reconnu. Non, mais il est important quand même de le dire. Non, il est important. C'est pour ça que je vous disais qu'heureusement, on était dans des mécanismes de société qui vont beaucoup plus vite, avec des acceptions d'éléments qui vont plus vite également. Donc ça ira plus vite. Mais plus vite, ça ne veut pas dire que ça vient tout de suite. Donc je dis simplement qu'il n'est pas bon non plus de figer, et ça je le dis parce que je vis ça de près, il n'est pas bon non plus d'alimenter l'idée qu'il y ait une injustice très grave auprès de la communauté minoritaire. Il faut se méfier, mais c'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les musulmans, c'est vrai pour tous les autres. Attention, on n'est pas forcément dans une situation systématique de discrimination lorsqu'on est confronté à un problème à résoudre. Maintenant, il est vrai que les discriminations sont inacceptables et qu'il est indispensable qu'un musulman en Suisse se sente bien en tant que Suisse et en tant que musulman qui pratique sa religion. Merci de l'avoir précisé, monsieur El Kaïm. Sur ce plan-là, moi je vais juste corriger un point, parce que et c'est vrai qu'il y a une crispation aujourd'hui autour de l'islam, mais c'est vrai aussi des nouveaux mouvements religieux, de ce qu'on appelle les sectes. Si on veut tenir compte d'une vraie distance et d'une vraie neutralité, on en est très loin. Pourquoi? Parce que de nouveau, on est face à un effet de nouveauté et il faut du temps, je ne peux pas dire autrement, il faut un consensus dans la société et ce consensus nécessite un mouvement de part et d'autre. Cette notion de temps me gêne parce qu'elle fait abstraction de l'intelligence humaine, de la capacité de dialogue, de la confrontation. Moi, ce qui me gêne, c'est de on perpétue des inégalités de traitement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion. Je vous propose de passer au chapitre suivant, et il s'intitule, grand merci, la paix religieuse que doit garantir l'État. Elle n'est pas garantie sur ce plateau. On se retrouve. Au XIXe siècle, les fronts hérités de la Réforme ne sont pas seuls à troubler la paix confédérale. La suppression des couvents en Argovie et le retour des jésuites à Lucerne exacerbent les tensions. Se sentant menacés, 7 cantons catholiques concluent l'alliance du Sonderbund. La Diète fédérale riposte et c'est la guerre habilement conduite par le général Dufour. La Confédération se transforme alors en État fédéral et se donne en 1848 une première constitution. Les tensions religieuses qui ont provoqué dans l'histoire de la Suisse des crises graves peuvent toujours se réveiller. C'est le cas aujourd'hui avec la présence de plus en plus marquée de l'islam, au point qu'une initiative a été déposée contre la construction de minarets. Ce que je crains, c'est ce qui se passe actuellement en Europe, un peu partout. Ce que je crains, c'est la création de ghettos dans lesquels, tout à coup, la charia est au-dessus de la loi civile. C'est dans 600 cités de non-droit en France, c'était déjà une réalité, même si ce n'est pas reconnu par l'État français, mais aucun policier n'est en mesure, à certains endroits en France, de faire respecter la loi civile. En effet, l'islam ne fait pas que des remous en Suisse. Souvenez-vous, il y a quelque temps, le port du voile crispait les tenants de la laïcité en France voisine. D'autres crispations religieuses peuvent se faire sentir avec l'émergence de nouveaux mouvements religieux, comme c'est le cas avec la scientologie. On aimerait que le gouvernement allemand comprenne ce qui se passe et arrête cette discrimination contre des minorités religieuses.
Si vous êtes scientologue, vous n'avez pas le droit de travailler dans certains ministères, simplement parce que vous êtes scientologue. Le contrôle de l'État est-il nécessaire? L'État doit-il être plus interventionniste? Les avis divergent quant aux mesures à prendre pour protéger les citoyennes et les citoyens. En Suisse, par exemple, un observatoire des religions a été créé dans ce but. Nous avons effectivement constaté, en examinant certains textes de la scientologie, qu'il y a des textes toujours en application qui tendent à justifier une action de renseignement ou une action d'infiltration de structures de l'État. Mais en même temps, nous n'observons aucun cas de ce genre en Suisse. Donc beaucoup de questions à la suite de cet élément qui va poursuivre ce débat chaud. Jean-Blaise Follet, là, on vient de parler de la paix religieuse. Vous appartenez à la Société de Jésus, aux jésuites. Vous avez été interdit à un moment en Suisse, enfin l'ordre a été interdit. Comment vous avez vécu cela? Moi-même, pendant 12 ans, j'étais un ennemi de la Constitution suisse. J'appartiens à une vieille famille valaisanne. Depuis le haut Moyen-Âge, on est dans les mêmes régions. Et à coup, j'apprends que je suis un ennemi de la Suisse et que ma présence religieuse est extrêmement dangereuse, quoi. Et j'aimerais revenir à ce que disait M. Queneau, c'est-à-dire que la tolérance genevoise, si on veut, paradoxalement, et j'aimerais bien insister sur ces paradoxes, c'est le fait des catholiques. Parce que la séparation Église-État de 1907, enfin exactement la suppression du budget des cultes, c'est les catholiques qui l'ont faite avec l'extrême gauche pour casser la suprématie protestante. Autrement dit, dès le milieu du 19e siècle, les catholiques, la population catholique était majoritaire en ville de Genève, mais la plupart étaient des Savoyards, des Français, n'avaient pas le droit de vote. Et alors, comme notamment le gouvernement Carteret avait enlevé pratiquement toutes les églises, supprimé le salaire des prêtres, etc., dans une confrontation, eh bien, comme disait un député catholique, nous avons rétabli l'égalité par l'absence de budget. Donc, l'Église protestante, alors ça a été dans l'autre cas, l'Église protestante a été ramenée au niveau des catholiques qui n'avaient ni droit ni subvention. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que les catholiques ont été le fer de lance de la séparation de l'Église et de l'État, mais ils n'auraient jamais obtenu la séparation de l'Église et de l'État, ça c'est très très net, s'ils n'avaient pas eu une partie avec elle, une grande partie de l'électorat protestant qui avait été emmené par Gustave Ador, qui était une grande voix du protestantisme genevois, et c'est lui qui a vraiment été, avec Henri Fazy, qui est aussi protestant. Ouais. Ce sont les protestants qui sont à l'origine de la séparation de l'Église et de l'État. Numériquement pas. Numériquement, et surtout sur l'influence. Et je ne suis pas d'accord avec vous, à cette époque, il y avait quand même une majorité protestante dans le corps électoral. Donc, oui, dans le corps électoral, il y avait une majorité protestante. Donc, c'était les gens qui votaient. C'est les voix de la campagne catholique. La ville a voté contre la séparation. La ville protestante a voté contre la séparation. Sur le plan des voix. Et la campagne catholique a voté pour la séparation. Tout à fait. C'est qu'en même temps, en France, les catholiques, eux, sont contre la séparation. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de pouvoir là derrière. Tout à fait. Je crois que ça c'est important. C'est pas en tant que catholique ou en tant que protestant. Et ça voit bien, je pense que les catholiques, évidemment, en 1905, étaient contre la séparation en France, qui leur enlevait leur... Mais les protestants étaient pour. Et les protestants étaient pour. Et après, inversé à Genève. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir qu'effectivement, la question, il fallait que Genève accepte les catholiques qui avaient été absolument exclus de Genève depuis 1536, si on veut. Et ça s'est fait péniblement. Et finalement, c'est comme toujours les deux adversaires un peu front contre front. Et puis, on est arrivé au nécessaire. Et je ne crois pas que ça soit des principes remarquables. On a accepté, si on veut, cet armistice quand tous les deux adversaires avaient épuisé leurs forces. Et c'est souvent comme ça en politique. Il y a une certaine sagesse qui se fait quand les adversaires... Ça s'est joué à 830 voix, 837 voix près. Alors justement, les statuts des communautés, est-ce que l'État doit s'en mêler, monsieur ? Est-ce que... Alors, pour moi, absolument pas. C'est aux communautés de s'organiser et peut-être d'avoir, si elles demandent des prestations à l'État, que l'État les alloue, mais alors de façon tout à fait égalitaire, et les ouvre à tous. Et c'est partir de l'idée qu'il y a un a priori que l'État est par définition neutre. C'est-à-dire que l'État n'a pas à faire des religions. D'accord, mais actuellement, on voit que précisément des acteurs politiques interpellent l'État et la société civile pour faire avancer des projets ou des contre-projets hostiles à telle ou telle religion. Là, on est dans une dynamique quand même, on ne peut pas figer les acteurs, dire que d'un côté, il y a
en somme des magistrats tout à fait neutres dans l'application de tel ou tel texte constitutionnel, et encore faut-il préciser ce qu'il y a à l'intérieur de la Constitution eu égard aux religions nommées, et de l'autre côté, ne pas tenir en compte d'une volonté populaire qui essaye effectivement avec des slogans, une ignorance, une xénophobie délibérée, etc., d'exclure l'autre au nom d'une altérité étrange, enfin, une étrangéité, quoi, de cette altérité, précisément, l'islam est barbare, telle religion est menaçante, telle secte est ceci et cela. Alors, vous avez cette espèce de débat dans la société, et avec, quand même, au niveau citoyen, une acculturation du fait religieux. C'est pour ça qu'il faut l'enseignement du fait religieux. Voilà, ça, je veux dire, c'est pas du tout, d'ailleurs, contraire à la laïcité, à mon avis. Au contraire, mais ça, effectivement, il faut que l'État ne doit pas être indifférent par rapport à leur religion. Il n'est pas organisé. Alors, c'est un des éléments fondamentaux, effectivement, contre l'ignorance. L'ignorance est peut-être l'un des plus grands méfaits que nous avons à affronter maintenant, au XXIe siècle, sur le plan religieux. Il faut absolument, effectivement, l'enseignement du fait religieux et pas des religieux. L'ignorance conduit à des dissidences, y compris à l'intérieur de communautés. On va revenir ça. Monsieur Zanetta, juste une précision pour qu'on ne se méprenne pas sur mon propos. À l'intérieur de l'islam, il y a des dissidences aujourd'hui. Il y a des conflits civils. La paix confessionnelle n'existe pas. Vous prenez la Palestine, vous prenez l'Irak, vous prenez l'Algérie, vous prenez toute une série de pays musulmans, il y a des problèmes très très graves qui sont liés à la question de la sécularité, de la laïcité, qui sont liés à l'ingestion finalement du dogme, parce qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas réformer, et l'islam attend ses lumières. Et quand je suis en faveur de ce débat dans l'espace européen, c'est bien parce que les musulmans ont une chance historique, vivant en Europe, utilisant les capacités de l'Europe en matière de droit, de liberté d'expression, pour faire évoluer les choses. Alors ces musulmans ont besoin d'avoir des interlocuteurs qui les écoutent, et non pas des interlocuteurs qui les rejettent a priori. C'est dans ce sens-là que l'État doit assumer un certain nombre de responsabilités, et que les acteurs doivent se mobiliser. La parole à Maître Elie Kaïm, le président de la LICRA, a pris son bâton. Non, il y a quelque chose d'important. Il y a plusieurs choses importantes qui ont été évoquées. D'abord, j'entends quand même que toute sa neutralité d'État, même à Genève, impliquerait quand même quelques obligations, notamment d'éducation, ce qui veut bien dire qu'on est quand même dans des rapports qui sont toujours un petit peu difficiles à définir. Mais enfin, surtout, vous demandiez quel était le rôle de l'État. Je crois, on vient de le dire, que le rôle de l'État ne se décide pas comme un dogme. Ça n'est pas une religion, quand on est dans un monde, entre guillemets, laïque, de décider quelle est la relation exacte. Elle évolue, elle est évolutive, elle est en fonction des temps. La situation des jésuites l'a démontré, des juifs aussi et des musulmans le démontrent aujourd'hui, le démontrera demain. Ceci étant ce qui est vrai, mais là ça n'est plus une affaire d'État. Parce qu'une initiative populaire qui émane d'un parti politique que l'on peut juger extrême, c'est le cas à la LICRA, on le juge extrême, n'est pas une affirmation d'État. Mais en revanche, il est vrai, et je crois que c'est important que tout le monde le sache, et c'est déjà une forme de pédagogie, mais je crains malheureusement que les téléspectateurs de Dieu sait quoi le savent, parce qu'ils regardent cette émission, on est en train parfois de faire usage de ce que j'estime être des nouveautés sociales, de ces mouvements de population, de religion, d'éthique. On utilise cette réalité sociale, nouvelle, pour des besoins de pouvoir, encore lui, mais qui sont des besoins politiques, strictement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise le minaret alors qu'on aurait pu utiliser toute autre chose. Mais le minaret, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il vise une minorité, donc par nature, ça n'est pas la majorité qui est concernée, donc déjà, c'est facile d'être d'accord avec une interdiction qui ne me concerne pas, que par ailleurs, dans un climat médiatico-politico-mondial qu'on connaît, c'est encore plus facile de venir le dire, même quand on n'est pas un brillant orateur. Donc, il y a une volonté d'essayer de se placer sur une vague politique qui provoque ensuite les tensions et les inquiétudes que vous évoquez. Alors, sachez qu'à la LICRA, et c'est vrai pour moi également, on a une revendication qui est la reconnaissance des communautés religieuses, parce qu'il y a eu un rapport qui a été sollicité, qui a été établi par Sandro Catachin de l'Université de Genève, qui avait été en 2003 demandé par la Commission fédérale contre le racisme, qui fait un inventaire de cette relation entre l'État et des religions, et qui arrive à la conclusion évidente que le mieux-être social va vers la reconnaissance. Parce que, alors deux mots de droit,
nous avons toujours eu une constitution fédérale, enfin depuis qu'elle existe, qui reconnaît individuellement le droit de chacun à avoir sa religion et à être respecté en tant que tel. La grande force de la reconnaissance de la communauté, c'est d'admettre que le fait religieux n'est pas seulement un fait individuel contre le monde entier, c'est aussi un fait collectif, d'une appartenance à une communauté qui elle-même a un mot à dire. Et je suis convaincu que la communauté musulmane a son mot à dire et a sa capacité à la fois à s'exprimer dans la société et à représenter les siens. Elle est marquée par l'hétérogénéité, elle est marquée par la diversité ethnique, comme toutes les communautés. Elle est marquée par un certain nombre de difficultés et elle est marquée sur le plan du dogme par l'absence d'un clergé. Et ça c'est la communauté juive n'a pas de clergé non plus. Je crois qu'on pourra le rabbinat est quand même important. Vous acceptez une fois qu'il y a d'autres traditions. Je parle encore une fois des nouvelles traditions religieuses, des nouveaux mouvements religieux qui n'ont pas de clergé, qui n'entrent pas dans cette catégorie-là et face auxquels on est de nouveau désorganisé. Moi, je voudrais répondre à votre question parce que absolument, il faut éviter que la religion ou les communautés religieuses soient instrumentalisées. Et quand vous posez la question, est-ce que l'État a droit de regard? Moi, je réponds non, dans la vie des communautés. Par contre, dans la vie sociale, il y a évidemment un devoir de l'État d'assurer le vivre ensemble, la coexistence qu'on a appelée la paix confessionnelle à un moment donné. Là, je crois que ça, c'est typiquement... Mais un cas comme la mosquée de Genève, est-ce que l'État devait s'immiscer, devait demander des comptes? Parce que là, à Genève, la séparation entre la religion et l'État est consommée. Donc là, il ne pouvait absolument pas, il n'avait pas les instruments légaux pour le faire. Et en plus, à mon avis, il n'a pas de légitimité à s'insérer dans un débat de ce genre. Comme il n'aurait pas d'ailleurs à s'insérer dans un débat entre les églises protestantes calvinistes et les évangéliques. Si on fait la démonstration que les tentatives d'intervention d'un pouvoir étranger, en l'occurrence de l'Arabie Saoudite, obéissent à des objectifs de type politique, introduisent la discorde au sein d'une communauté. Ça, c'est aux musulmans suisses de réagir. Non, c'est aux citoyens. Excusez-moi, c'est aux citoyens parce que s'organiser. Si on est dans un canton laïque, c'est donc des citoyens. Peu importe leur confession, ce sont des citoyens politiques qui doivent, à partir d'une analyse, se mobiliser. Parce que c'est important de dire que la structure juridique, la plupart des structures juridiques des communautés religieuses, elle était, jusqu'à la reconnaissance publique qu'on a maintenant, elle était strictement fondée sur l'association. C'est-à-dire exactement les mêmes articles du Code civil que nous utilisons quand on crée un club de bridge, de foot ou de danse folklorique. D'accord ? Cette institution est une institution assez bien faite, très utilisée. On a une forte vie associative en Suisse et qui fonctionne sur un mode démocratique. D'accord. Où on a une assemblée générale, un comité, l'assemblée générale pouvant décider qui est au comité, qui ne l'est plus, avec un budget qu'on peut ou non voter. Après, on peut décider de la force qu'on va avoir. D'ailleurs, c'est une réalité aussi dans les dispositions législatives sur la reconnaissance des religions, où on leur demande précisément d'avoir une structure démocratique à l'interne et un respect des principes démocratiques, etc. Donc, s'agissant de la mosquée de Genève, de deux choses l'une. Soit on a, je dirais, la base de l'association qui réagit et qui intervient sur sa propre association et qui est capable de décider pour elle-même ce qu'elle veut, soit elle ne le fait pas. Ensuite, l'État ne pourrait intervenir, et je n'ai pas la moindre idée si les conditions sont remplies, donc surtout faisons attention qu'il n'y a pas d'opinion là-dessus. Elle ne peut intervenir que si on estime au bout d'un moment qu'il y a un comportement et un but illégal et illicite qui entre, d'accord, dans l'association elle-même, ou que ça devient immoral. Alors là, de deux choses, mais là, c'est une intervention d'état naturel, comme on l'aurait dans un club de bridge. Tout à fait. C'est pas une question religieuse. Plus une question religieuse. C'est une question d'association et de cohérence. La question s'était posée avec puissance étrangère avec les catholiques. Politico-religieuse, parce que fondamentalement, cette association est d'essence religieuse. Elle a défini clairement ce qui relève... Bien sûr, ce qui relève du dogme islamique dans la République de Genève. Vient un pouvoir extérieur qui, au nom d'un magistère doctrinal, dicte la ligne à suivre. Et les conséquences vont être fatalement politiques dans ce canton. Et c'est là où on entre dans l'instrumentalisation politique du religieux. Et c'est là où l'État doit faire attention. Alors précisément entre l'association et l'État, il doit y avoir une connivence, il doit y avoir une collaboration en vue de quoi ? D'assurer la paix confessionnelle et la paix sociale dans l'espace où nous nous trouvons. Il faut qu'il y ait des mobilisations des deux côtés. On ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire et dire, écoutez, parce que c'est laïque, on ne met pas notre nez dans l'affaire des musulmans de Genève. Bien sûr, seulement, cela dit, des relations avec des puissances étrangères, entre une religion et les puissances étrangères, on a connu ça. Oui. Et on a connu ça avec l'Église catholique. Et ses rapports avec le pape. Et ce qui a d'ailleurs causé pas mal de problèmes entre la Suisse et le Vatican. Je crois que le Vatican la Suisse a reconnu le Vatican, ou le Vatican a reconnu la Suisse au XXe siècle, me semble-t-il.
il me semble que c'est un peu avant les années oh mon Dieu, 1940. non, parce que si on veut, il y avait des danses en Suisse bien avant. Mais c'est vous dire que ces problèmes-là, on les connaît. Non, mais le Vatican existait bien avant la Suisse, faut pas oublier. Ah non, ça c'est sûr. J'en conviens pas. Le Vatican a vu naître la Suisse, peut-être le verra disparaître, mais enfin voilà. Avec un épisode avignonnais. Non, mais cela dit, sur les évangéliques, par exemple dans le canton de Vaud, pour un peu sortir de Genève et son spécialiste, les évangéliques, pourquoi ils peinent tellement à être reconnus comme communauté? Alors, je crois qu'il y a toute une idée de côté évangélique, pas de la totalité, mais d'un certain nombre d'entre eux, c'est qu'au fond, il y a un prix à payer au lien avec l'État et que c'est pas si souhaitable que ça. Et si on regarde l'histoire des religions ou l'histoire de l'Église, c'est évident que si vous voulez être prophétique, eh ben, il faut une certaine distance par rapport à celui ou celle qui détient le pouvoir. Donc ça fait l'objet. C'est pas, alors à la différence de la communauté musulmane, c'est pas une première demande de la part des évangéliques. Moi je crois que ça c'est un élément. Qui peut. Et au moment d'ailleurs, au moment du vote dont on a parlé à Genève, il faut savoir qu'effectivement il y avait dans la population protestante des mouvements de type évangélique ou piétiste qui se méfiaient, enfin, qui n'étaient pas favorables à une forme ou une autre de dépendance à l'égard de l'État. Alors on revient peut-être à la citation « Laissez à Dieu ce qui est à rendre à Dieu, ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Mais je crois que vous avez raison. Je crois qu'il est important de dire que ça n'est pas forcément une ambition pour une religion, quelle qu'elle soit, ou d'ailleurs pas pour une religion, pardon, ça pour une communauté religieuse, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit, ça n'est pas forcément une ambition que d'être connue. Et je dois reconnaître d'ailleurs à cet égard que la méthode choisie dans le canton de Vaud, s'agissant de la communauté israélite du canton de Vaud, qui lui a attribué un statut d'utilité publique. C'est-à-dire que ça n'est pas une personne de droit public, c'est une personne de droit privé qui a gardé son statut d'association de droit privé. Donc il n'est pas dans le même statut juridique, les deux autres églises? Absolument pas. Mais on est de nouveau dans une inégalité de traitement. Non, mais attendez, alors je vais vous dire pourquoi il n'y a pas d'inégalité de traitement, c'est que la communauté israélite n'avait pas demandé autre chose, c'est qu'elle est dans un rapport où on reconnaît son utilité publique, c'est-à-dire ce qu'elle est, c'est-à-dire un maillon fondamental du réseau social que représente le canton de Vaud, par sa présence notamment dans la durée, j'y reviens, mais enfin c'est une réalité, et c'est vrai que de son côté, je crois que la communauté israélite, qui a eu ses raisons d'avoir des inquiétudes, des angoisses historiques, peut-être on n'était pas mécontente de dire je veux pouvoir être aussi une association seulement de droit privé, qui m'organise par moi-même et qui n'est pas ni sous le joug, sous je dirais, la dépendance ni politique ni économique d'un État. Alors, et ça, je crois que c'est une réalité, ça n'est pas une vocation, forcément. Si on résume, il y a une nécessité, la Constitution vaudoise le dit très bien, de le faire volontairement. On est volontairement demandeur d'une reconnaissance où on ne peut ne pas l'être. Donc on a un statut officiel avec des corporations de droit public qui sont les églises catholiques et l'église protestante, enfin l'église catholique et l'église protestante. On a ensuite un autre statut juridique avec la communauté israélite, et puis on a des non-statuts. Je trouve ça absolument, mais absolument aberrant sur le plan de la légitimité. Mais c'est absolument, c'est une source d'injustice potentielle. Pas du tout. Mais non, je crois qu'il est nécessaire d'éclairer l'opinion. Attendez, j'aimerais bien répondre ici parce que la situation à Genève n'est pas si claire. Là où il y a soi-disant 3 églises historiques reconnues, mais on met des guillemets à reconnues, parce qu'on ne sait pas bien par qui c'est reconnu. Elles sont de fait interlocutrices, ou on les consulte, il y a des échanges qui ne sont pas les mêmes qu'avec la communauté juive ou d'autres, c'est l'église protestante, l'église catholique romaine et l'église catholique chrétienne. Ici, on voit bien la dimension historique, et on est de nouveau dans une situation où on se rend compte qu'il n'y a pas de situation pure et idéale, et qu'il faut chaque fois composer. Maintenant, j'aimerais juste des situations qui sont peut-être plus saines à gérer, et d'autres qui sont plus difficiles j'aimerais juste revenir là, parce que à gérer. Moi, je pense qu'il faut aussi être attentif. D'accord pour un principe d'égalité, mais qu'est-ce qu'il en est de ces nouveaux mouvements religieux? On a vu à l'émission la discrimination qui est faite en Allemagne, ou qui à un moment donné a été faite en Allemagne concernant la scientologie. Or, il y a tout récemment un arrêté au niveau de la Cour des droits de l'homme en européenne qui reconnaît la scientologie comme une communauté religieuse à propos d'une situation en Russie, mais qui va faire jurisprudence pour l'ensemble de l'Europe. Et on n'est pas du tout prêt à ça. Nous, on n'a pas de problème, on ne reconnaît pas d'église ni de communauté religieuse. C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait,
la scientologie, si elle veut participer, proposer des solutions ou même être exposée, je prends un exemple précis à Saint-Jean, on lui dit non. Il ne faut pas croire qu'on est neutre. Quand le Falun Gong a voulu manifester devant l'ONU, eh bien, il y a une interdiction qui a été finalement dénoncée parce qu'on a trouvé que c'était une atteinte à la liberté. L'argument, d'ailleurs, qui avait été donné, c'est que c'était les étrangers. Ils ne faisaient pas partie du bagage. Et je crois que c'est pas si simple que ça quand je regarde effectivement comment les choses sont vécues. D'accord pour limiter au maximum la discrimination, mais en même temps reconnaître qu'il y a des dynamiques qui sont différentes. Juste pour finir, la communauté bouddhiste ne demande pas de reconnaissance. C'est pas dans sa préoccupation, même si en Thaïlande il y a un lien étroit entre bouddhisme et régime politique. On ne peut pas mettre d'accord tout le monde en prenant le plus petit dénominateur commun. Je veux dire, on est en train de dire, si l'État doit avoir une position, elle doit être une position d'équité à l'endroit de toutes les traditions religieuses. Il ne s'agit pas de dire, parce que telle communauté ne l'a pas demandé, alors tant pis pour elle, ou ça nous arrange. Il faudrait sortir de cette ambiguïté-là. Et sortir de l'ambiguïté. Non, mais il faut absolument qu'on sorte de l'ambiguïté, parce que ce qui se cache derrière, c'est sans doute des intentions qui sont nuisibles, qui ne sont pas déclarés. Et moi, j'aimerais identifier les acteurs, qu'ils soient politiques ou religieux. Et lorsqu'on ne sait pas à qui on a affaire, alors après, on entretient, si vous voulez, une sorte de mythe, où on entretient une idéologie, où on entretient des présupposés. Chacun sait que dans le cadre de la globalisation, de la mondialisation, aujourd'hui l'islam est mondialisé et globalisé, donc il ne s'agit pas de le réduire ou de le ramener à un espace originel, ce qui serait impensable. Ce que je ne suis pas en train de faire. Tout le monde sait également que depuis le 11 septembre 2001, l'islam a dégagé une image de lui qui est effrayante, et qui est choquante, qui est violente, et qu'on continue d'entretenir. Alors, justement, ces petites ambiguïtés-là de statut, on reconnaît, on ne reconnaît pas, on discute pas, n'est-ce pas, pérennisent dans le fond les a priori et les stigmatisations. De même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne vais pas vous le rappeler, ça serait choquant, quand on a discriminé de la manière la plus honteuse, la plus barbare qui soit, la communauté juive, qu'on est allé jusqu'au génocide. C'est pas si loin que ça. Lorsque Pie XII, sachant ce qui se passait dans le camp, n'a rien dit. Comme aujourd'hui, Benoît XVI ne dit rien sur le Darfour. Alors, voilà les responsabilités morales, par exemple, des instances religieuses, là où elles doivent se manifester. Voilà aussi dans quel terrain l'État, avec ses différentes institutions, avec les professionnels dont il dispose, avec les intelligences qui nous réunissent, on peut réfléchir ensemble, mettre en avant et non pas se replier simplement sur des statuts qui ont été décidés il y a 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Ouais, je crois qu'il faut développer une culture, juste pour finir, parce que par rapport à ça, je trouve que c'est important, parce qu'effectivement, il me semble qu'il faut développer une culture du dialogue. Oui. Hein, et que c'est la première chose. Alors, c'est vrai que c'est probablement un peu plus difficile en laïcité, parce que l'interlocuteur... c'est beaucoup plus facile en laïcité. Ne peut être que individuel. Non, il y a un problème. Si à Genève, pour finir, si à Genève, par exemple, sur la question des cimetières, c'est si difficile d'arriver à quelque chose... on y est arrivé. Oui. Très bien. On y arrive, on a vu avec quelles difficultés. En l'occurrence, il mérite... Non, c'est pas une année, c'est beaucoup plus ancien. Et ça mériterait d'analyser... Non, ça mériterait d'analyser pourquoi... On n'est pas arrivé sur la question, là vous donnez votre accord, mais on n'a pas arrivé sur la question de l'enseignement culturel de la religion à l'école, et pourquoi ça prend tout ce temps-là. Je crois qu'il y a quand même une histoire, et se mettre autour de la table et engager le dialogue me paraît le moyen d'atténuer par rapport à des soupçons légitimes, mais en même temps qui permet aux uns et aux autres d'arriver à se vivre ensemble. Voilà. Moi, il me paraît qu'une laïcité qui est pensée par l'État en fait beaucoup plus de difficultés à faire ce dialogue. Elle n'a pas été pensée par l'État, elle a été pensée par le peuple, jusqu'à présent. Non. Et c'est vous-même qui me l'avez dit par les catholiques, même, en bonne partie. Non, mais donc, vous devez la bénir, cette laïcité-là. Moi, je ne suis pas contre, d'ailleurs, pas du tout. Mais, j'allais dire, en ce sens-là, les catholiques ont bien réussi tactiquement, politiquement. Bon, mais j'attends, c'est pas... Et pour le bien commun, dans le cas présent. Et puis, le résultat n'est pas trop mauvais, mais moi, je pense que cette idée, mais à mon avis, qui nous vient de France, et puis les suites... Les historiens du XVIIe et du XVIIIe l'ont très bien montré. La Révolution française a suivi les idées de l'absolutisme de Louis XIV, pratiquement, et finalement, alors là, d'un césaropapisme où le roi Soleil dirigeait tout, dont le religieux, bien sûr. Et la Révolution française a naïvement suivi là-dedans. Donc on est quand même, en ce sens-là, dans les héritiers d'un absolutisme. Pas pour la laïcité à la genevoise, non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est pas du tout le même contexte. Justement, il y a une confusion
entre les deux laïcités. Alors j'aimerais simplement dire que dans les distinctions Église-État, je préfère le système américain qui lui est justement né des problématiques anglaises, écossaises notamment, où il y avait un énorme conflit entre l'anglicanisme et ses différents mouvements qu'on appelle des sectes, mais enfin les dissidents anglais, qui ont constitué les États-Unis et qui ont voulu une constitution américaine qui fasse une séparation Église-État, mais pour la protection des communautés religieuses. Et avec ça, ça laisse une beaucoup plus grande aisance, parce que l'État peut rester dans sa neutralité, parce qu'il est aux communautés de s'organiser elles-mêmes, tandis que quand l'État se met à vouloir régulariser ou faire des catégories, comme on voit qu'il y a tellement de types et de sortes de religions, il fait nécessairement de l'arbitraire. Il est beaucoup plus sage de la part de l'État de garder une véritable neutralité et de veiller simplement à ce que soit les communautés, soit les individus des différentes communautés respectent les grandes lignes de la Constitution. Vous venez de faire un superbe prêche laïque. Voilà. Je vous en remercie, je vous en félicite. Jean-Noël, merci à tous et merci grâce, vous voyez que les jésuites, fallait pas les interdire. Voilà. Et puis comme vous avez été vraiment un vilain élève, Jean-Noël, je représente votre livre Touche pas à mon Dieu aux éditions de la Tribune de Genève, et ce diable de Jean-Noël Quéneau a encore publié Une vérité judiciaire. Là, vous êtes romancier aux éditions Satine, à découvrir dans toutes les bonnes librairies. En tout cas, merci à tous pour ce débat heureux et vivant. Merci à vous. Merci.